Bienvenue à Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes dans les studios Coin, Sainte-Catherine et Saint-Laurent, au cœur du quartier des spectacles. Ici Sophia Zito et je vous accompagne pour la prochaine heure alors que je vais à la rencontre de personnes d'exception pour connaître le secret de leur succès. Notre invitée cette semaine, Lara Aymon, est bachelière de l'Université Laval en administration des affaires et détient la désignation professionnelle d'administratrice de société certifiée ASC. Elle a siégé sur une dizaine de conseils d'administration et siège toujours sur celui de l'Institut québécois de planification financière, celui du Musée national des beaux-arts du Québec et celui de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Lara est fondatrice d'Iris et Arlo, une entreprise qui vise à contrer la précarité menstruelle. Elle est également fondatrice de Nordet Éco, une agence de communication et marketing. Iris et Arlo a été accompagnée par l'Esplanade dans le programme Transformation et Perspective. Esplanade Québec est un partenaire de contenu de notre émission Intention Inc. et est le premier accélérateur d'entrepreneurs social et impact social et environnementaux au Québec. Lara Aymon, bienvenue à Intention Inc. Bonjour, merci. Ça fait plaisir. Lara, on va, c'est sûr, explorer tout ton parcours entrepreneurial, mais avant ça, ça serait le fun que tu nous parles de toi. Je sais que tu es polyglotte, tu aimes voyager, tu as une grosse implication philanthropique. Alors, un peu plus personnellement, qui est Lara? Une personne extrêmement curieuse. Personnellement, j'adore apprendre. Il n'y a pas de sujet qui ne m'intéresse pas réellement. Je pense qu'à chaque jour, en fait, on doit se pousser, se sortir un petit peu de sa zone de confort. Et pour moi, en fait, la meilleure manière de faire ça au quotidien, c'était clairement l'entrepreneuriat. Bien dit, j'allais dire, parce que si tu n'allais pas le dire, j'allais dire, c'est pour ça que tu fais de l'entrepreneuriat. Parce que ça, si tu veux des défis en continu, tu es à ta place. Oui. Donc, entrepreneuriat, mais ça, je pense que tu es une femme d'action. Ça a commencé bien avant ça parce que tu es toute jeune, ton parcours philanthropique a commencé aussi avant, tes implications sur les conseils d'administration. Donc, qu'est-ce qui t'amène à ça? Mais peut-être avant, polyglotte. Donc, c'est quelle langue que tu parles? Mon Dieu. En fait, je suis trilingue, donc je parle français. Évidemment, c'était ma langue maternelle. Ouais. Anglais, assez rapidement, je l'ai vraiment appris sur le tas avec des amis. Donc, une chose que peu de gens savent, je suis née à Ottawa, mais de 2 parents québécois, francophones. J'ai été à l'école en français. Par contre, quand on était jeune dans la rue avec les amis, tout le monde parlait anglais. Donc, rapidement, j'ai voulu... Les gens d'Ottawa sont très bilingues, effectivement. Oui. Donc, vraiment, l'anglais, pour moi, ça a été rapidement là, quelque chose que j'ai pu acquérir. Et lorsque j'ai entrepris mes études universitaires, je souhaitais terminer mon bac trilingue. Et c'est entre autres une des raisons qui a fait en sorte que j'ai été à l'Université Laval, parce que ça permettait d'aller faire 1 an d'études à l'étranger. Pour moi, je suis quelqu'un de terrain, j'aime ça être dans l'action, j'aime ça être en mesure de comprendre quand j'apprends quelque chose, à quoi ça sert concrètement. Donc, c'est sûr que pour apprendre l'espagnol à ce moment-là, j'avais besoin d'être dans un pays hispanophone et ça a été Barcelone. Donc, c'est difficile à étudier 1 an à Barcelone. J'ai un peu d'envie. Donc, c'est bien parce que je ne savais pas qu'au niveau de l'Université Laval, habituellement, les programmes d'échange sont sur 6 mois. Donc, toi, tu as pu faire 1 an et puis vraiment perfectionner l'espagnol, qui est une langue, après ça, qui te permet de voyager encore plus et de te connecter sur la culture. Exactement. Parce que tu es une amatrice de voyage aussi. Et puis, d'où vient ton intérêt pour t'impliquer dans les causes philanthropiques? En fait, ça a été vraiment pour apprendre. En fait, je suis un peu n'importe qui me connaît hyper active et ça, c'est depuis que je suis jeune. Donc, j'ai rapidement, dès le primaire, commencé à faire du bénévolat, été impliquée dans différents comités, une foule d'organisations. Puis, de fil en aiguille, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'impliquer au sein de conseils d'administration. J'ai toujours évidemment eu un très grand intérêt pour tout ce qui est art, pour tout ce qui est culture. Pour moi, c'est un reflet de ce qui se passe dans nos communautés, de ce qui se passe dans nos sociétés en tant que telles. Et pour moi, c'était une façon de redonner d'une certaine manière, de m'impliquer à mon niveau. Et par la suite, en fait, ça l'a mené, en fait, sur déjà plus que 10-15 ans d'implication au sein de différents conseils d'administration, dont, entre autres, aujourd'hui, ça fait plus que 7 ans que je siège au niveau du conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec. Du Québec. Puis ça t'amène... Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Est-ce que tu trouves qu'on fait une petite parenthèse au niveau de l'art au Québec? Comment ça se porte? Comment se porte notre art?
Mon Dieu, ça, c'est une grande question. Ouais. Je pense qu'on pourrait faire une émission juste sur ce sujet-là. Je t'ai dit une petite parenthèse, mais toi, puisque tu es impliquée depuis 17 ans, ça fait 7 ans, je veux dire, que tu es avec le CA. Oui, après, moi, je suis administratrice, donc c'est sûr que tu es administratrice quand un conseil d'administration se bâtit avec une matrice, en fait, de compétences. Donc, chaque personne vient amener certaines compétences clés. Je ne suis pas une experte en art ou quoi que ce soit, c'est vraiment par passion. C'est vraiment juste ton côté d'observation personnelle. Mais on est extrêmement choyé au Québec d'un point de vue art, d'un point de vue culture. On a énormément de talents. Évidemment, je pense qu'il faut toujours faire attention à bien les nourrir, à bien les appuyer, à bien les mettre en valeur. Mais il y a encore beaucoup d'artistes, à mon avis, qui gagnent à être connus. Et je suis extrêmement fière de tout le travail qui se fait au niveau du MNPAC parce qu'il y a vraiment une belle alliance entre, dans le fond, tout le côté historique, tout, en fait, les artistes, en fait, qui ont bâti notre culture québécoise et ici. Les artistes émergents. Les artistes émergents et ce dialogue entre le passé, le présent, mais aussi le futur. Parce que quand on va dans un musée, c'est aussi un moment pour s'arrêter et réfléchir à qu'est-ce que ça va être, en fait, notre société, qu'est-ce que ça va être notre culture de demain. De demain. J'aime ça parce que tu m'as déjà dit, il faut aller... Non, OK, là, je ne veux pas revenir là-dessus. Je n'ouvre pas cette parenthèse-là tout de suite. On va y revenir. OK, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'art, c'est un fil conducteur, puis c'est souvent le reflet de ce qui se passe et qui va se passer. Des fois, même, c'est à l'avance des courants. Donc, pour qui sait l'observer, on peut déduire beaucoup de ça. Et puis, j'imagine que c'est là que tu es allé chercher ton expertise en gouvernance pour pouvoir continuer à siéger sur des conseils d'administration. D'ailleurs, j'étais curieuse de celui de Franco... l'organisme... L'OFQJ, donc l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Voilà. Ça fait quoi, ça? Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait? Donc, l'OFQJ, à mon avis, c'est un des secrets les mieux gardés, autant du Québec que de la France, je dirais. En fait, c'est un organisme assez unique. Donc, ça fait plus qu'une 50aine d'années qu'il existe, qui est vraiment là pour favoriser, en fait, les échanges, les apprentissages au niveau des 18 à 35 ans, donc France et Québec. Ça s'adresse autant aux gens qui sont étudiants, étudiantes, qu'aux jeunes professionnels. Et ça va permettre justement dans le cadre de projets, dans le cadre de missions commerciales, souvent il y a des appels à candidature. Donc, j'encourage énormément les gens à s'abonner à l'infolette, à suivre sur les réseaux sociaux ou même juste à écrire, à appeler au sein, donc juste à taper OFQJ, vous allez trouver l'ensemble des coordonnées. Donc, souvent, il y a des magnifiques projets qui permettent de s'ouvrir sur beaucoup d'horizons. Et d'un point de vue formation, donc autant il y a des Québécois qui vont partir en France aller effectuer des stages, des missions professionnelles, que des Français qui vont venir ici. Nous, entre autres, là, au niveau d'Iris Arlot, on accueille aussi souvent des stagiaires qui viennent de l'OFQJ. Et leur donner une chance d'avoir un stage dans une entreprise québécoise. Puis qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'impliquer avec cet organisme? En fait, moi, la première fois que j'ai été en France, ça a été via justement un programme qui était un concours avec l'OFQJ qui s'appelait « Je prends ma place ». Et il y avait un jeune par chacune qui était nommé par région administrative du Québec. Et on allait par la suite effectuer un séjour d'environ 2 semaines en France, rencontrer des jeunes de différentes régions françaises. Donc, ça nous a permis aussi de voir, oui, il y a des différences, mais il y a aussi énormément de ressemblances. Puis c'est ça, ça ouvre encore sur c'est ta curiosité, puis ça t'ouvre sur le monde. Donc, la curiosité, l'ouverture sur le monde, tu sièges sur les cercles, tout ça t'amène à fonder Iris et Arlot, qui est une entreprise qui vise à éradiquer la précarité menstruelle. Donc, il y a plusieurs questions. On va commencer avec la première. C'est pourquoi Iris et Arlot? Ça veut dire quoi, Iris et Arlot? Pourquoi ce nom-là? Oui. Non, ce n'est pas le nom d'enfants ou d'animaux, parce que je me fais toujours poser cette question. Donc, Iris, en fait, c'est la fleur qui symbolise l'inclusion. Iris et Arlot, donc, on est une entreprise à impact social et environnemental. On est la première organisation au monde à avoir développé des solutions clés en main afin que les employeurs, les écoles, les milieux de vie soient en mesure de fournir gratuitement des produits menstruels qui sont sains, donc autant bons pour le corps que bons pour l'environnement. On est également disponible dans plus d'une centaine de points de vente à travers le Canada. Et Iris, en fait, ça signifie justement l'inclusion parce que pour nous, un employeur, une municipalité, une école qui offre des produits menstruels, c'est un pas de plus vers l'inclusion, vers l'équité.
C'est aussi parce que, dans le fond, on a la plus grande gamme de produits et on accompagne les personnes de leur première règle jusqu'à la ménopause. Et évidemment, on va changer de type de produit qu'on utilise tout au long de notre vie en tant que personne qui est menstruée. Donc, c'est un peu au même titre que chaque iris d'œil est unique. Ben, chaque personne a le droit de faire ses choix. Est-ce que c'est un produit? Est-ce que la personne va utiliser un tampon? Est-ce qu'elle va utiliser une coupe, une culotte menstruelle? Donc, c'était pour refléter ça. Et Arlo, en fait, ça signifie un petit cours d'eau entre deux montagnes. Et c'était également un clin d'œil au fait que l'ensemble de nos produits sont vraiment faits dans le respect de l'environnement. Donc, toujours avec des matières qui sont biodégradables ou encore qui s'inscrivent dans la circularité. Et le plus, c'est parce qu'on cherche à déstigmatiser les règles, donc faire en sorte que ce soit plus tabou qu'on parle de menstruation. C'est encore tabou, les menstruations, Lara? Oui, malheureusement, oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis comment t'es arrivée à ce constat-là? Parce que qu'est-ce qui t'a amené à vouloir justement t'attaquer à ce sujet-là? J'imagine qu'il y a eu un élément déclencheur au départ. C'est pas quelqu'un qui se lève nécessairement et dire « Bon, je vais m'attaquer à la précarité menstruelle ». Puis qu'est-ce que tu entends par précarité menstruelle? C'est une excellente question. En fait, la notion de précarité menstruelle, c'est vraiment le fait de soit devoir faire des sacrifices financiers pour se procurer des produits menstruels, qui, on va se le rappeler, on ne choisit pas si et quand on est menstrué. C'est vraiment, en fait, un phénomène biologique de base. Si on est une femme, on va l'être. Ben c'est ça. Puis, je veux dire, si tu regardes une pyramide de Maslow, c'est pas mal au bas de la pyramide. Donc, c'était vraiment... le fait de devoir faire des sacrifices financiers, le fait des fois d'utiliser des produits plus longtemps qu'il est recommandé, ce qui évidemment peut mener à des complications d'un point de vue santé, ou encore de carrément devoir faire des choix entre, par exemple, acheter des produits menstruels ou encore mettre de la nourriture sur la table ou encore un toit sur notre tête. Au Canada, on parle de 27 % des gens qui sont en situation de précarité menstruelle. Ce chiffre-là, il grimpe à 34 % au Québec. Et pour moi, ça, c'est une aberration. Ça ne fait pas de sens. J'avoue, je ne m'attendais pas à des chiffres aussi élevés que donc un tiers des femmes devraient avoir face à ces choix-là. C'est comme ça représente un trou dans leur budget à chaque fois qu'ils doivent... Puis on doit le rappeler, c'est pas donné, les produits menstruels. Donc, c'est de là que vous parlez de précarité. Et là, vous voulez aller... c'est au-delà de... C'est un mouvement que tu veux lancer. C'est pas juste comme une entreprise. Donc, qu'est-ce que tu entends par mouvement? Oui. Donc, en fait, on a vraiment bootstrappé Iris et Arlo, comme on dit en bon québécois, pardonnez-moi l'anglicisme. Donc, on a regardé autour de nous et on s'est dit, ben, comment est-ce qu'on fait pour créer quelque chose qui est plus grand, plus que nous en tant que tel? Donc, on a démarré un mouvement qu'on a appelé « Ensemble, changeons les règles ». Et on invite... C'est ton côté marketing, tu vas nous parler de Nordet après, oui, c'est ça. Et on invite justement les employeurs à rejoindre le mouvement, à offrir des produits menstruels à leurs équipes parce qu'en fait, pour un employeur, quand on regarde ça en bout de ligne, ça coûte pas cher. C'est un geste qui est simple, mais qui fait toute la différence et qui envoie un message qui est clair de « t'es importante pour nous ». On répond à tes besoins physiologiques de base. Il n'y a pas de raison que la personne devrait avoir à prendre un congé, à manquer une réunion ou à être mal à l'aise dans une rencontre parce que finalement, elle a mis du papier de toilette dans sa petite culotte parce qu'il n'y avait pas de produits menstruels. Donc, tu sais, ça, là, ça ne devrait pas exister. Une jeune fille ne devrait pas avoir à manquer d'école. On parle en moyenne là, de 2 jours par mois que les jeunes vont manquer lorsqu'ils sont menstrués à l'école. Et si on calcule que les menstruations, elles commencent en moyenne vers 12 ans, bien, c'est énorme le nombre de journées qui sont manquées. Ça, c'est lié aux produits menstruels? C'est lié au fait de souvent ne juste pas avoir accès à des produits menstruels ou encore d'être mal à l'aise. Je veux dire, nous, on fait des salons où on échange directement avec le public. Ça nous est arrivé à quelques reprises d'avoir des parents qui carrément nous poussent leur enfant, nous disent « ben moi, je suis trop gênée pour leur en parler. Expliquez-leur qu'est-ce qui va se passer. » OK. De là, quand on revient à notre fameuse question « est-ce que les règles, c'est encore tabou? » Ce que tu sembles dire, Lara, c'est que ça part de la maison. Donc, il y a même des parents qui n'ont pas la conversation avec leur enfant pour leur dire ça s'en vient, ça ressemble à ça, c'est normal. Donc, cette conversation-là, on ne peut pas prendre pour acquis qu'elle a lieu. Ni à la maison, ni à l'école. Malheureusement, on reçoit, nous, encore énormément d'appels de sexologues, d'infirmières, d'enseignants, de direction d'école qui nous disent « Pouvez-vous, s'il vous plaît, venir dans notre école pour donner un atelier, pour donner une conférence, pour aborder le sujet? » On n'a pas nécessairement les ressources, on n'a pas le temps, on n'est pas équipé. Tu sais, des profs de maths qui nous disent « Ben écoute, je suis supposée, moi, de l'enseigner à mon groupe, mais en théorie, je suis supposée
Donc, donner des cours de mathématiques. Là. Ils n'ont pas de l'éducation sexuelle dans les écoles? Ou est-ce qu'ils abordent ça? Pas nécessairement? Oui, mais c'est très, disons que c'est très mince, l'ensemble des connaissances, puis les gens ne se sentent pas suffisamment équipés. Donc, vous, dans votre mission d'entreprise, vous avez le volet éducation également, parce que tu vas faire des conférences. Exact. Dans les écoles et en entreprise aussi? Oui, on fait également des conférences en entreprise. Évidemment, ce n'est pas les mêmes types de conférences. Mais tu serais étonné. Je veux dire, on se fait quand même demander assez souvent des questions aussi basiques comme comment fonctionne un tampon. Donc, ouais. OK, ça, j'avoue que ça m'étonne. Mais ça ressemble à quoi une conférence en entreprise? Quel sujet vous abordez? Oui, en fait, on a plusieurs sujets de conférences. Il y en a que ça va être un peu plus classique. Donc, vraiment, tu sais, la base des menstruations. Il y en a d'autres qu'on va vraiment focusser davantage sur c'est quoi les impacts environnementaux des menstruations, comment, dans le fond, l'inclure de manière à ce que ce soit une mesure d'un point de vue équité, d'un point de vue inclusion. Il y en a que des fois, on va plus aborder toutes les questions, en fait, par après. Bien, il y a tout le merveilleux monde de la périménopause, la ménopause. On ne veut pas en parler. On a fait, du côté, pas d'Intention Inc., mais j'ai eu la chance d'animer un balado qui était précisément sur ce sujet. Le balado Ménojoie, périménopause et ménopause. Donc, oui, on connaît bien le sujet. Et l'impact énorme sur les femmes, autant au niveau productivité, argent, santé mentale aussi et physique. Donc, oui, ce n'est pas à minimiser. Je pense que ça va être incontournable, tout comme les règles. C'est des sujets qui ne devraient pas être tabous, mais malheureusement le sont. Donc, vous voulez démocratiser ça. Quand tu vas dans la création de ton mouvement, tu approches des entreprises. Je pense que ça passe par aller chercher des entreprises qui vont l'offrir, comme tu dis, gratuitement, comme c'est un moyen d'inclusion. Donc, comment est la réception de tout ça quand tu vas en entreprise? Puis quand tu en parles avec des hommes, ça ressemble à quoi l'ouverture par rapport à ce sujet-là? Oui. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment très important. Pour nous, en fait, autant quand on donne des ateliers conférences, je veux dire, tout le monde devrait être là parce qu'il faut se rappeler que les menstruations, en fait, oui, souvent, ça va être, tu sais, il y a un 50 de la population qui va être touchée, mais l'autre 50 n'existerait pas s'il n'y avait pas de menstruation. Donc, tout le monde est concerné. Ils sont touchés par la bande. Ah oui, ils sont touchés par la bande. Et justement, en fait, je te dirais, quand on approche, que ce soit des femmes, des hommes, qui soient à la tête des organisations, en général, la réception, elle est très bonne. Oui, des fois, il y en a qui vont être comme, oh, OK, là, je ne suis pas trop à l'aise, je ne sais pas trop comment, mais rapidement, en fait, tu sais, quand on se souvient que c'est un phénomène biologique de base, on met les gens à l'aise, puis on en parle. Puis c'est correct. Tu sais, ça fait partie de la vie. Puis souvent, juste de l'aborder, c'est la première fois, des fois, pour certains qui en parlent. De façon publique, juste comme tu dis, comme si c'est un phénomène. Mais il ne devrait pas y avoir une charge rattachée à ça, parce que, comme tu dis, c'est physiologique, puis ça touche 50 de la population. Ça ne gêne pas de parler de papier de toilette, ça ne gêne pas de parler de savon à main, ça ne devrait pas nous gêner de parler de tampons puis de serviettes. Donc, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on travaille, en fait, c'est qu'on a développé des solutions, justement, clés en main pour les entreprises. Donc, elles ont le choix du type de produit menstruel, Iris Arlo, qu'elles souhaitent offrir, qui sont tous des produits qui sont biodégradables. La majorité, dans le fond, sont compostables également. Au niveau de toutes les matières, on a des distributeurs qui s'adaptent à tous les formats, qui s'inscrivent dans la circularité. Puis, par la suite, on les accompagne aussi vraiment avec toute l'implantation. On a une foule d'outils pour eux. Donc, ils sont vraiment outillés, puis on le rend hyper facile. Bien, c'est ça. Quand tu dis clé en main, là, tu as parlé, on va revenir un peu après sur les produits comme tels, là, puis justement la composante des produits qui est très verte, là. Ouais. Mais par rapport aux clés en main dans les entreprises. Donc, tu parles des distributrices, il y a de l'accompagnement au niveau de donner l'information. Qu'est-ce que vous entendez par clé en main, là? C'est tout ça, j'imagine, mais il doit y avoir autre chose que ça aussi. Oui, donc évidemment, on va donner des ateliers conférences. On offre également du support d'un point de vue ressources humaines parce que pour plusieurs employeurs, en fait, c'est un avantage distinctif. On le sait, on est dans un marché où on commence à sortir petit à petit de la pénurie de main-d'œuvre, mais il n'en demeure pas moins qu'on est dans des environnements qui sont hyper compétitifs et de plus en plus d'employeurs vont aussi avoir des plans de développement durable. Nous, on s'inscrit comme une action qui est concrète dans les plans de développement durable. Même chose d'un point de vue équité, d'un point de vue diversité. Et à mon avis, d'ici 5 ans, le fait de retrouver des produits menstruels dans les salles de bain va être devenu une norme. Et mon souhait, c'est vraiment que la prochaine génération, elle se dise,
Elle ne pensera même pas, elle va savoir. C'est normal. C'est normal qu'il y en ait. C'est ça. Pourquoi vous en faites toute une histoire? C'est juste normal, au même titre que, avant, il y a plusieurs années, il n'y en avait pas nécessairement du papier de toilette de facto dans les salles de bain. Maintenant, je veux dire, on ne se poserait pas la question. Ça serait le contraire qui serait douteux. Exact. Donc, Lara, les produits comme en entreprise, tu parlais que c'était très d'équité, tu faisais des conférences, mais est-ce qu'il y a tant à dire que ça sur les menstruations? On a la discussion, là, parce que les gens, l'intérêt, etc., c'est comme, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi tous les points que vous voulez toucher? Parce que tu dis, on donne des conférences. Je suis juste curieuse. Je comprends que certaines personnes, tu dois aborder la base, mais c'est quoi tous les points à toucher au niveau des menstruations? Oui. En fait, chez Iris & Arlo, on a vraiment 5 piliers qui résument, je dirais, assez bien, si on veut, de manière globale, l'ensemble des éléments à couvrir. Donc, d'abord et avant tout, il y a évidemment la question de santé. Énormément, moi, ça a été, en fait, le point, en fait, névralgique qui a fait en sorte que j'ai décidé de lancer Iris & Arlo. Parce que tout ça a commencé quand j'ai pris une boîte de serviettes. Et par habitude. Donc, j'ai toujours lu très jeune ma mère, que ce soit, je veux dire, sur une boîte de céréales ou une bouteille de shampoing. Ce qui tombait sous la main, tu avais le goût de le lire. Bien, oui, le goût de le lire, mais aussi de vraiment lire quels sont les ingrédients, quelles sont les composantes de ce produit-là que je vais mettre, soit que je vais manger ou encore que je vais mettre sur ma peau. Puis, j'ai été choquée parce que cette boîte-là, c'était juste marqué « fait avec du coton ». Puis là, je me disais, mais attends une seconde, il n'y a pas juste du coton dans cette boîte, je veux dire, qui compose ces serviettes-là. Là, je veux dire, il y a d'autres choses. On le voit, là, il y a du plastique. Exact. Puis ça m'a choquée, il n'y avait rien. Puis là, je me suis dit, voyons. Ils ont le droit de mettre juste ça. En fait, la législation, il y a quand même une zone grise. Okay. Ce qui est super intéressant de savoir, c'est que la France, si je peux me permettre cette parenthèse-là, va être va être le premier pays au monde à obliger, en fait, les manufacturiers de produits menstruels à inscrire l'ensemble des composantes de leurs produits sur leurs emballages. Ce qui n'était pas le cas. Tu m'en apprends une. Exact. Donc, en fait, moi, tout ça a commencé, puis, étant extrêmement curieuse, je me suis mis à faire de la recherche. Et c'est là que je suis tombée sur différentes études où, justement, ils recensaient qu'en moyenne, dans les produits menstruels, donc tampons, serviettes, protège-dessous, qu'on retrouve actuellement sur les tablettes de nos magasins, vont contenir en moyenne de 20 à 30 produits chimiques et certains qui font partie des plus toxiques au monde, certains qu'on sait qui sont cancérigènes. Donc, moi, j'ai trouvé ça... Mais c'est marqué coton sur la boîte. C'est juste marqué, oui. Malheureusement, il y a beaucoup de, si je peux me prendre l'anglicisme, de greenwashing encore. C'est comme ça que tu le vois? Pourquoi tu dis que c'est du greenwashing? C'est pas plutôt comme c'est presque d'exploiter aux dépens de la santé des femmes la zone grise? Parce qu'il y a comme, ça semble quasiment de mauvaise foi que c'est un produit qui s'adresse juste aux femmes, mais qu'il y a 20 composantes chimiques, mais on peut s'en sortir en mettant juste coton. Mais là, bon, voilà, j'ai dit mon mot. Et au-delà de l'impact qui peut être significatif pour les femmes, parce que c'est des régions qui absorbent beaucoup, il y a aussi, que je disais, puis ça m'a choqué également, qu'il y a beaucoup de plastiques qui sont utilisés dans ces produits-là, puis les plastiques, ça peut prendre 500 à 800 ans avant de se dégrader, alors que vos produits, en moyenne, c'est 153 jours. Exact. Avec 153 jours, 500 à 800 ans. En considérant que 50% de la population, que les menstruations reviennent dans un cycle de 28 jours, donc 21 jours, on peut imaginer là, l'impact environnemental est énorme. C'est, en moyenne, une personne qui a des règles va utiliser entre 12 et 15 000 produits au courant de sa vie. Donc, l'impact, il est énorme. Il y a des produits, en fait, qui sont faits jusqu'à 90% de plastique. Quand on regarde même on commence à avoir un petit peu plus d'études, parce qu'évidemment, tout ce qui touche souvent à la santé des femmes, il y a très peu d'études encore, il y a très peu de financement qui est mis vers ce type, malheureusement, d'études-là. Mais si on regarde d'un point de vue environnemental, il y a une étude en particulier qui est sortie, et sur les côtes catalanes, on parle en moyenne, donc tout type de déchets plastiques confondus dans les premiers pieds d'eau, c'est 5% de ces déchets-là qui sont des applicateurs tampons uniquement. Donc, c'est immense quand on pense à les centaines de milliers de types de déchets plastiques. Et là, ça, c'est les applicateurs tampons. Donc, évidemment, c'est un enjeu que nous, on se dit, ça prend, on l'utique littéralement une seconde, on le jette directement dans la poubelle. Il faut revoir, oui. Je pense que les femmes veulent faire le choix environnemental. C'est juste qu'elles veulent, quand elles n'ont pas le choix ou par rapport au coût des produits, il y a des femmes, les menstruations, elles n'ont pas le choix, elles vont venir. Donc,
C'est dommage, c'est de là, j'imagine, qu'on parle tout de la précarité menstruelle et que dans un environnement de travail, d'offrir de ces produits-là, bien, c'est juste une très bonne idée. Vos produits, j'imagine que ça se détaille combien? Parce que j'imagine que pour faire toute cette qualité de produit-là, il y a quand même un impact financier, un coût qui doivent, par rapport à des produits moins de plus bas de gamme. Bien, en fait, pour moi, c'était super important si on veut résoudre l'enjeu, que les produits soient accessibles. Donc ça, c'est la première chose. Puis souvent, les gens ont cette espèce d'image que nos produits vont coûter hyper cher. Non, vraiment pas. Au contraire, autant les entreprises, donc lorsqu'on leur envoie les soumissions, parce qu'on fait des soumissions évidemment qui sont personnalisées, ils sont souvent étonnés de « Ah, OK, finalement, c'est vraiment plus accessible. » Puis c'est pas un gros montant dans notre budget. En fait, c'est minime dans notre budget souvent pour eux. En tant que tel versus l'impact réel que ça a comme mesure d'un point de vue équité, inclusion, d'un point de vue développement durable aussi pour leur entreprise et d'un point de vue, en fait, consommateur, consommatrice, que ce soit via notre site web, que ce soit chez les détaillants. Par exemple, on est dans tous les avrils supermarchés, dans plusieurs aussi pharmacies, magasins indépendants à travers le pays. Ben, à ce moment-là, en fait, les gens, ils nous disent souvent, en fait, vous êtes hyper accessible. Ça vaut pas aussi. la peine de ne pas faire ce choix-là. Non, parce qu'on peut le faire, là. C'est très abordable. Exact. Donc oui, on est peut-être un petit peu plus cher que la serviette, par exemple, qui va être faite à 90% de matière plastique, mais on n'est vraiment pas si plus cher que ça. Au contraire, on a travaillé hyper fort d'un point de vue prix pour justement être accessible. Parce que quand j'ai démarré Iris et Arlo, c'est parce qu'il n'y avait pas de marque de produits menstruels, dans le fond, canadienne, women-owned, qui offrait un produit qui était bon pour le corps, bon pour women-owned, fait qu'il n'y en avait pas. Fait que c'est tous des hommes qui font les produits menstruels pour les femmes? Il y a encore beaucoup d'hommes dans cette industrie-là, oui. pas qu'on ne veut pas que les hommes travaillent avec nous, c'est juste que, il y a comme un gros non-sens, mais bon. Donc, les choses changent. Les choses changent. Ouais. Parce que même en développement de produits, qui peut connaître mieux qu'est-ce qu'une femme a besoin tous les mois qu'une femme qui va avoir des menstruations tous les mois? Mais bon, il y a des choses, ça semble une évidence, mais c'est correct. C'est sûr qu'il va y avoir des hommes qui vont travailler là-dessus aussi, mais si tu me dis que la première compagnie canadienne pour des produits menstruels est en women-owned, on applaudit. On applaudit. Et je pense que vous êtes rendu à plus de 200 compagnies qui ont joint le mouvement, qui offrent les produits en ce moment. Oui, on fait plus que 300 maintenant. OK, toi, ça change vite, même en faisant la recherche. Ça veut dire que vous avez beaucoup de succès dans l'implantation. Mais là, Lara, parce que je vois qu'on approche, il nous reste un petit peu moins d'une minute avant d'aller à la pause. Là. C'est quoi ton objectif par rapport à ça? Ça serait quoi que tu aimerais voir? Là, comme là, tes compagnies sont-elles toutes basées au Québec? Non, on en a à travers le pays. OK, fait que vous êtes déjà en mode développement à travers le pays pour avoir ce mouvement-là que tu me dis. Exact. Moi, j'aimerais que tu me parles vraiment. Pour toi, c'est quoi ce mouvement-là? En fait, pour moi, ce mouvement-là, ça va être justement un peu comme je te partageais plus tôt, que la prochaine génération dise, il y a des produits menstruels maintenant. OK, c'est ça le on aimerait ça Iris Arlo oui. dans l'ensemble des salles de bain à travers l'Amérique du Nord, puis que ce soit devenu vraiment une norme au même titre qu'il y a du papier de toilette, qu'il y a du savon à main. C'est le mouvement, c'est que ça, justement, ça soit permet l'anglicisme, un non-issue. C'est ce qui me vient en tête, qu'on n'en parle pas, comme on parle pas on n'a pas de rencontre au niveau des compagnies pour savoir est-ce qu'on achète du papier de toilette ce mois-ci. Ça, puis l'autre élément, c'est vraiment le fait que les gens aient accès à des produits menstruels qui sont bons pour leur corps puis qui ont un plus faible impact environnemental. Oui, c'est ça. Qu'il n'y a pas autant d'impact pour l'environnement, c'est évident. On va aller à la pause. Au retour, tu en parlais, tu as mentionné, je regardais dans les recherches, il faut aller au-delà de la bonne conscience. J'aimerais ça qu'on se parle de ça au retour. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. Ici Sophia Zito et je suis en compagnie de Lara Aymon, fondatrice de Iris et Arlo, une entreprise qui vise à éradiquer la précarité menstruelle. Et juste avant qu'on se quitte pour la pause, Lara, je te nommais une citation que j'avais trouvée « Il faut aller au-delà de la bonne conscience ». Je voulais que tu nous parles un peu de ça. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Bien, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui vont justement pousser certaines actions, que ce soit d'un point de vue environnemental, que ce soit d'un point de vue EDI, mais qui vont le faire davantage, je veux dire, pour le paraître versus de manière à ce que ce soit quelque chose qui soit dans leur ADN.
Donc, tu sais, pour moi, il faut vraiment aujourd'hui que les entreprises réalisent également, peu importe la taille, que ce soit une toute petite, une TPE ou encore une multinationale, bien, qu'elles réalisent le pouvoir qu'elles ont de justement avoir un impact social, avoir un impact environnemental, puis que chaque décision va avoir un effet papillon sur les chaînes d'approvisionnement. Puis des fois, ça peut être juste de poser une question ou de dire, bien, on va aller chercher telle autre certification ou à la place de tel packaging, on va, tel emballage, on va prendre un emballage, en fait, avec du papier ou du carton qui est certifié FSC, donc avec des forêts, par exemple, durables, qui a un plus haut pourcentage si c'est pas à 100% recyclé. Des fois, ça peut être des petits pas, mais qui font une grosse différence. Ouais. Puis on a un devoir aussi, en tant qu'entrepreneur intrinsèque, de le faire en tant que tel si on veut, dans les prochaines générations, encore avoir une planète où c'est vivable. Il ne faut pas juste se donner bonne conscience, comme tu dis. C'est vraiment le faire à la base parce qu'on sait qu'on doit faire les changements, parce qu'on est tous tributaires de ça. C'est soit on les fait ou soit on s'en va directement dans un mur. Exact. C'est un peu ça. Puis effectivement, les entreprises, c'est toujours leur impact peut être tellement plus grand. Oui, après ça se répercute sur les individus, mais les entreprises, à cause du nombre de personnes qu'elles représentent, à cause du nombre d'actions qu'elles vont prendre, leur action, je veux dire, vont avoir beaucoup plus d'effets que si on attend juste que ça se fasse au niveau des individus. Désolée. Donc, là, toi, tu as parti Iris et Arlo, puis je pense que ça faisait longtemps que l'idée t'avais ça en tête. Il a fallu que ça mûrisse. Mais avant de te lancer, tu as parti une autre compagnie qui est une agence de communication et marketing qui est Nordeco. Exact. Donc, parle-nous de cette première entreprise qui est encore en existence. Oui, donc Nordeco, en fait, on a toujours, 3 piliers, donc stratégie, design et marketing. Donc, d'un point de vue stratégie, c'est vraiment plus à haut niveau. Donc, au niveau, par exemple, de tout ce qui est planification stratégique avec des exécutifs ou encore des conseils d'administration. Donc, vraiment définir aussi et revoir tout ce qui est mission, vision, valeur. Par la suite, on a fait énormément de stratégie de développement de marché, énormément de stratégie, évidemment, de communication et de marketing. Ensuite, tout ce qui est justement design, donc que ce soit du design web, que ce soit des logos, des images de marque, que ce soit de l'imprimer, et par la suite, vraiment l'implantation d'un point de vue marketing, donc d'un point de vraiment le côté 360, donc un accompagnement qui est très complet avec les différentes organisations. Et le fil conducteur, c'est toujours des entreprises, des organisations qui ont ce désir, en fait, de se transformer ou encore d'avoir un impact plus positif sur la société. Donc, autant on a été amené à travailler avec des entreprises manufacturières dans l'intelligence artificielle, des entreprises de produits, des entreprises de services. C'est extrêmement diversifié. Fait que tu avais déjà cette motivation-là, puis pour tout ce qui est aussi environnement. Là, qu'est-ce qui t'a amené? Là, tu disais que tu avais déjà ton idée de vouloir faire un produit comme menstruel ou travailler dans cette industrie. C'était quoi ta première idée, là, comme au tout départ? Puis ça, c'est venu avant la création de l'agence marketing. Oui. Okay. Donc, en fait, mon Dieu, j'ai toujours fait hyper attention à ce que je consomme, d'où ça vient, c'est quoi justement l'impact sur la santé, l'impact sur la planète. Et au niveau des produits menstruels, ça faisait plus que, en fait, depuis les tout débuts, depuis que je suis menstruée, donc plus que 10 ans, que, évidemment, je regardais cette industrie-là, puis que je me disais, bien, voyons, comment ça se fait que je trouve pas de marque qui correspond vraiment à mes besoins. J'ai probablement été une des premières à aller acheter des culottes menstruelles dans le fin fond d'un magasin zéro déchet, dans un demi-sous-sol à New York, où il y avait 3 paires. Je me rappelle, le gars, il m'a regardé, il m'a dit, « Ah, tu viens acheter des culottes? Ah, ça! Ah ouais, il y en a 3 paires dans le fond, là. » Tu sais, puis... Moi, j'ai suivi cette industrie-là, puis je me suis dit, tu sais, c'est quand même pas une niche, c'est quand même environ 50% de la population qui, à un moment ou à un autre, va être menstruée pendant 40 ans. Puis je sais pas si tu as déjà réalisé, Sophia, mais t'es menstruée, là, si tu mets bout à bout pendant presque 7 ans en continu, que tu vas être menstruée. C'est mieux qu'on le... Moi, ça m'a comme traumatisée quand j'ai réalisé ça. Là, je me suis dit... Oui. Puis, c'est ça. En fait, j'ai toujours regardé l'industrie. Puis, à un certain moment, quand j'ai repris, comme je te racontais un peu plus tôt, la fameuse boîte de serviettes, je me suis dit, voyons, ça n'a toujours pas changé. Comment ça se fait que je ne peux pas trouver une marque d'ici qui correspond à mes valeurs, qui aussi ne pique pas les yeux? Parce que, ayant toujours été dans le design, dans le marketing, je suis très consciente aussi du pouvoir
dans le fond, du design. Puis toi, tu n'étais pas impressionnée par le design qu'il y avait autour de ces produits-là? Ben non, je suis désolée, mais tu sais, je suis pas désolée pantoute, là, mais tu sais, tu vas dans une allée là, d'épicerie de pharmacie en ce moment, ça pique les yeux. Je veux dire, c'est rose fluo. Je veux dire... Oui, c'est tous les stéréotypes. C'est ça, je veux dire, tu sais, t'as une fille qui tu sais, je veux dire, les gens vont faire du sport, ces boîtes, etc. Je veux dire, c'est-tu la dernière chose que tu as envie de faire? Et je veux dire, on a besoin de faire du sport quand on est menstrué. Et on a d'ailleurs un super partenariat, entre autres, avec Filles Actives, et on encourage à faire du sport. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement représentatif. La majorité des produits viennent dans des petites boîtes cheap, encore des sacs en plastique que tu ouvres. Là, tu te retrouves avec des tampons, des serviettes partout. Ouais. Comment ça se fait? Tous les produits de consommation ont été revus, ont été repensés, ont été redesignés. Pourquoi est-ce que ça, quelque chose qu'on utilise à chaque mois, on peut pas avoir un produit qu'on est fier de laisser sur un comptoir de salle de bain ou encore que dans notre tiroir? Bien, c'est pratique, puis c'est bien rangé. Donc, c'est pour ça, par exemple, que nos boîtes de serviettes, c'est des boîtes qui s'ouvrent, donc en 2 morceaux. On peut remettre le couvercle en dessous. C'est élégant. Tu avais pensé à tout ça, là. Ça avait mûri, puis là, tu as dit, OK, go, je suis plus capable d'avoir ces boîtes de néon-là, je suis plus capable d'avoir juste coton sur les ingrédients. Go. Bien, à un moment donné, je me suis dit, mais là, ça fait assez d'années, ça fait plus qu'une décennie que je regarde ça. Il y a toujours personne qui n'a rien fait. Bien, ça va être moi. On va le faire. C'est là que tu as décidé de faire le saut. Oui. Première étape, Lara, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une présentation PowerPoint. Écoute, il faut commencer par la base, oui. Ben, j'ai commencé à organiser mes idées, dans le sens que j'ai fait ce que je fais ce que je fais encore avec plusieurs entreprises. Donc, vraiment, d'établir, ce serait quoi, tu sais, ma mission, ma vision, mes valeurs, ça va être quoi, tu sais. Tu ne peux pas être mieux placé, là. En agence marketing, c'est ce que tu faisais pour accompagner les clients tout le temps. Donc, tu es devenue ta propre cliente. Exact. Ce qui était probablement le plus gros défi. Oui, je peux imaginer. C'est jamais évident de le faire pour toi-même. Fait que c'est ça, fait que j'ai commencé à vraiment structurer mes idées. Puis à un certain moment, je me suis mis à, justement, j'ai pris cette présentation-là et je me suis dit, je vais faire une campagne de financement participatif sur la ruche pour valider si le fameux product market fit. Parce que, évidemment, après avoir tout mis en place, au niveau de ma présentation, j'ai par la suite, évidemment, fait mon étude de marché, fait mon plan d'affaires et rapidement, tu réalises que c'est des multinationales, mais il y a une demande. Okay. Et là, je me suis dit, attends une seconde, j'aurais beau lever des millions de dollars, ces entreprises-là, elles ont des milliards de dollars. Donc, comment est-ce que moi, ma petite compétitionneras échelle... pas Procter & Gamble. Ben c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour, justement, arriver à amener un changement? Et c'est là où je me suis dit, en fait, dans les organisations, dans les écoles, dans les milieux de vie publique, ça fait pas de sens qu'on n'ait pas accès à des produits. OK, fait que là, c'est ça. C'est là que tu es venu penser, dire autrement, on va s'attaquer à ce marché-là. Exact. Pour offrir aussi les produits. Exact. Puis ça n'a jamais été fait. Il n'y a jamais une compagnie qui a fait du marketing nécessairement ou une approche pour que ça soit offert dans les milieux publics et compagnie. Exact. On était vraiment les premiers ici, entre autres au Québec. Et on l'a testé parce que je me suis mis à appeler des amis, des connaissances entrepreneuriales, des dirigeantes d'entreprises pour tester. Et évidemment, j'ai eu toutes sortes de réactions. J'ai eu des « Wow, c'est fantastique », des « Arc, tu me parles de menstruation ». Ah ouais, non, on n'embarquera pas. Ironiquement, pas mal tous les noms, 2-3 mois après, ils me rappelaient et me disaient finalement, tu veux on a réfléchi. Pas être l'entreprise qui dit non d'offrir un produit qui est, comme tu dis, à la base de la pyramide à 50% de tes employés. Exact. Mais par la suite, en fait, c'est ça, on l'a testé avec une campagne de financement participatif sur la ruche. Donc, on avait un objectif qui était extrêmement ambitieux. On avait un objectif de 100 000 qui, à ce moment-là, était une des plus ambitieuses campagnes par une entreprise sur cette plateforme-là. Et ça a été un 60 jours de campagne qui a été vraiment là, des montagnes russes. Oui, tu vois ça à chaque fois, c'est presque... Puis? Finalement, on a dépassé notre objectif. Bravo. Et on a entre autres eu d'ailleurs l'implication de Desjardins, donc via Guy Cormier, qui, eux, sont embarqués aussi comme partenaires d'impact, justement, pour redonner plus particulièrement, pour réduire la précarité menstruelle. Donc, on redonne différents produits. Là, ton projet a été validé. Là. Avec ça, tu savais que tu avais un bon filon. Exact. Donc, moi, c'était un peu mon go ou no go. Donc, si on réussissait la campagne, je savais que l'idée était peut-être pas si folle que ça, que il y allait avoir des entreprises, mais aussi des individus qui allaient devenir clients. Et on avait un objectif dans le cadre de cette campagne-là d'aller chercher environ une centaine d'organisations. Objectif qu'on a réussi parce qu'on est allé chercher plus que 500 contributeurs dans le cadre de cette campagne-là. Et c'est là vraiment qu'on a lancé
le mouvement « Ensemble, changeons les règles ». Et ben, ça nous a permis de mettre au jour C'est là que tu as pris ton envol. Et là, à ce moment-là, à quel moment tu as décidé de te faire accompagner par Esplanade, de participer au programme Transformation et Perspective? Mm-hmm. Peux-tu nous parler un peu du programme Perspective? Je pense que c'est celui... Parce que d'un point de vue transformation, tu as eu un accompagnement très personnalisé. Perspective, c'est comme, je pense, c'est un nouveau programme à Esplanade Québec. Donc, ça ressemble à quoi? Oui. Donc, assez tôt, on s'est fait accompagner, entre autres, par l'Esplanade. En tant qu'entrepreneur, ben c'est ça, je me retrouvais, pour avoir accompagné plusieurs entrepreneurs, je me retrouvais un peu de l'autre côté de la clôture, mais je savais à quel point c'était extrêmement riche, extrêmement pertinent de se faire challenger, de aussi avoir des gens autour de nous pour nous pointer vers les bonnes ressources. Et l'Esplanade a vraiment été clé dans notre parcours, justement, autant de manière personnalisée au début pour répondre à nos différents besoins et par la suite, qu'on est vraiment rentré en phase de financement parce que démarrer une entreprise de produits menstruels, ben, ça demande des investissements. Puis comment tu as trouvé ça pour la phase financement? Donc, ben, la phase financement, évidemment, c'est aussi des montagnes russes. Je veux dire, c'est pas... Start-up, c'est difficile. C'est jamais facile en tant que tel. Encore aujourd'hui, je veux dire, si on regarde juste en capital de risque, c'est encore environ seulement 2 de tout le capital de risque qui va aller vers des entreprises à propriété féminine. Oui. Et plus récemment, en fait, il y a même une étude qui est sortie que si c'était une entreprise à impact puis qui était dédiée à l'environnement, c'était encore plus difficile. Donc, on parle beaucoup, mais l'argent n'est pas encore dirigé où elle devrait. Malheureusement, non, mais c'est ça, au niveau de tout ce qui est perspective, ça, c'est un nouveau programme que l'Esplanade a mis en place. On faisait partie de la première cohorte et je souhaite vraiment longue vie à ce programme-là qui est hyper pertinent. Donc, 50% des participants, c'est des financiers de différents fonds, différentes organisations qui accompagnent les entrepreneurs et l'autre 50%, ce sont des femmes entrepreneurs. Donc, dans le fond, il y avait des séances groupées, il y avait des séances individuelles et l'idée, c'était justement autant de montrer aux financiers bien, quels sont peut-être les biais qu'ils ont lorsque ils sont face à des femmes entrepreneurs qui viennent leur présenter leurs projets entrepreneuriaux, au même titre qu'en tant que femme entrepreneur, bien, justement, comment mieux te préparer, comment bien, naviguer ces différents défis-là parce que la réalité, c'est qu'il y a plus d'embûches. Il y a des études, entre autres, qui sont sorties et qui continuent de sortir, dont une en tant que telle qui m'a choquée. Donc, il comparait le type de questions que les VC vont poser à des femmes versus des hommes. Ouais. Oui, des ouais, juste pour c'est ça, en français, venture capitalist, c'est j'ai un blanc. Ça va nous... Oui, bon Dieu, des capital, pas des... Des investisseurs de capital de risque. C'est ça, merci. Voilà. On l'a dit. Alors, je serais curieuse. Tu peux-tu me donner un exemple de différence de questions? Oui, bien, en fait, les femmes vont se faire poser des questions de prévention. Donc, vont davantage se faire poser la question de « Sophia, comment est-ce que tu vas faire pour garder ta clientèle, t'assurer qu'il reste fidèle? » Versus un homme, bien, lui, va se faire poser la question de « C'est quoi le potentiel de ton marché? C'est où les autres? Quels sont les autres segments que tu n'as pas explorés où là, on pourrait augmenter la valeur de ton entreprise? » Donc, il y a des biais cognitifs quand ça vient à poser les questions, puis la perception de l'entrepreneuriat féminin versus masculin. Donc, mais en le sachant, j'imagine que justement, on est capable bien, d'un côté, avec le programme Perspective, il y a une sensibilisation pour les investisseurs, de l'autre côté, pour les femmes entrepreneurs, pour pouvoir se préparer à ça, puis peut-être eux autres contrôler le narratif quand elles commencent à se faire questionner dans ce genre de questions-là. Donc, en le sachant, bien, qu'est-ce que tu veux? Les choses vont finir par changer, mais pour l'instant, je trouve ça intéressant qu'on puisse le reconnaître puis préparer adéquatement. Donc là, tu commences... Tu t'es fait accompagner, ça aide à plusieurs niveaux, le niveau financement, entre autres, on sait comment c'est important au début. Moi, je suis curieuse aussi, Lara, parce que là, tu es passée, tu avais une compagnie justement en service, Nordet Eco, qui est la compagnie de communication et marketing, mais là, tu passes dans une compagnie qui a un défi important, c'est que tu as des produits que tu as besoin de manufacturier. Ça, là, on passe à autre chose. Comment tu t'approvisionnes? Vous avez une gamme de produits aussi, tu pourrais nous en parler, mais qui est très exhaustive. J'ai lu 50 produits différents qui sont regroupés en 5 catégories. Donc, je ne pense pas que tous les marques qui offrent des produits menstruels ont 50 produits, c'est énorme. Donc, peut-être nous parler, il doit y avoir des défis aussi de faire manufacturer 50 produits différents.
Oui, bien, c'est sûr que c'est un défi qui est complètement différent, de passer du service au produit. Ben, veux pas, la première différence, je la vis au quotidien. Je veux dire, on a un entrepôt. Oui, c'est ça, tu fais pas juste... C'est très réel. Il est où ton entrepôt? On est dans le Mile End, donc on a une section bureau, on a une petite section showroom aussi, qui est d'ailleurs ouverte au public, si jamais il y a des gens qui veulent venir nous dire bonjour. Donc, coin Saint-Viateur et Cassegrain. Cela dit, bien évidemment, c'est des défis qui sont différents. La première étape pour nous, c'était de trouver les bons partenaires manufacturiers. On avait évidemment des critères très stricts d'un point de vue éthique, d'un point de vue quelles étaient les certifications qu'on souhaitait à terme que les produits aient. Donc, ça veut dire que les partenaires manufacturiers avec qui on travaille doivent suivre certaines, dans le fond, directives. En tant que tel, on avait également, évidemment, des cahiers de charges très précis au niveau de nos produits. Donc, par exemple, tous nos tampons, toutes nos serviettes sont faites avec du coton qui est certifié GOTS, qui est une des plus exigeantes certifications d'un point de vue, dans le fond, traçabilité du coton. Donc, à partir du champ, au niveau du manufacturier, jusqu'au produit final en tant que tel. Évidemment, d'un point de vue, on est en train d'innover. Donc, ça prenait aussi des partenaires qui disaient... Il y avait une ouverture d'esprit de faire les choses autrement, un peu, non? Ben oui, parce que, je veux dire, on reste... Quand on les a approchés la première fois, j'étais encore là avec ma présentation PowerPoint, là. Fait que, je veux dire, on était une petite start-up, donc il fallait leur donner confiance. Est-ce que les manufacturiers faisaient déjà des produits menstruels, ceux que tu as approchés? Oui, bien, en fait, on n'a pas le choix de travailler avec... parce qu'il y a des lignes... Mais tu les obliges à aller plus loin, là. Exact. Donc, ça prend cette ouverture-là que, ils vont être prêts à t'aider à justement modifier certaines choses de leur côté. Même chose d'un point de vue packaging, on innove énormément. Ouais. Donc, il y a tous ces aspects-là, puis on a des critères extrêmement précis. En tant que tel, en fait, on a plusieurs manufacturiers, même qu'on a poussé dans certaines directions. Donc, c'était vraiment de les trouver, ces bons partenaires-là. Ouais. Puis, par la suite... C'était difficile? Oui, en fait, oui, ça a été un défi. J'aime ça, de ramener ça à défi au lieu de ça. C'est bien, c'est bien. C'est bon langage entrepreneurial. Donc, ça a été un défi, mais évidemment, vous les avez trouvés. Oui. Puis, ça a été comment leur réaction puis de travailler avec eux? Parce qu'il n'y a personne qui était où tu voulais qu'ils soient. Déjà, tu les as amenés là. Puis, ce que je comprends, c'était très précis. Au moins, tu as l'avantage d'avoir des demandes très précises. Mais comment ça a été? Comment ça s'est fait, ce processus-là? Bien, je pense que c'est comme dans n'importe quelle relation, en fait, dans la vie. Tu sais, je pense que, d'abord et avant tout, ce qui va rassembler les gens, c'est les valeurs. Donc, tu sais, c'est de trouver qui sont ces partenaires-là qui ont les mêmes valeurs. En partant les mêmes valeurs, comme ça, on part sur un discours qui va être plus facile, là. Exact. Donc, je veux dire, il y en a là, qui m'ont carrément dit, mais là, pourquoi là, tu fais pas juste là, 80 là, de coton organique, là, puis là, l'autre 20 là, mais tel élément là, qu'on sait qui est synthétique, là, puis tel produit là, chimique, ça va passer. Il n'y a personne qui regarde vraiment. Tu vas avoir des meilleures marges, etc. Moi, je le sais, c'est ça. C'était pas tes valeurs, là, c'est complètement à long compte. Bien, c'est ça. Je veux dire, moi, quand je me suis fait dire ça, c'était comme, non, choquant, ça marchera pas. Tu sais, je veux dire... En fait, vous ne comprenez pas à la base ce qu'on essaie de faire, soit de manufacturer des produits qui sont bons pour le corps, bons pour l'environnement, à un prix qui est accessible aussi, puis qui sont bien désignés. Sans tourner les coins ronds. Bien, c'est ça. Donc, tu sais, à un certain moment, ton filtre, moi, j'appelle un peu toujours ça le filtre des valeurs, bien, il se fait assez naturellement en tant que tel. Puis, je te dirais, les partenaires avec qui on travaille aujourd'hui, on a des super de bonnes relations. Puis, au contraire, on grandit ensemble. Puis, eux autres, ils te suivent là-dedans. Mais oui, vu que le fait que tu as les mêmes valeurs, la discussion est plus facile. Et là, qu'est-ce qui t'amène à vouloir avoir 50 produits différents? C'est ça, parce que... Puis là, j'essaie de même... Je pense que mon imagination est limitée quand ça vient à ça, parce que je pense que j'en ai peut-être... Je suis capable d'en imaginer 10, là. Mais j'imagine que là, on parle de différentes serviettes aussi menstruelles, de différentes grandeurs. Fait que là, ça peut aller vite. Oui, exact. Puis en fait, souvent, les gens ne le réalisent pas en tant que tel. Donc, si je reviens justement au ERIS, qui est vraiment pour l'inclusion et le fait d'avoir le choix. Donc, on a vraiment divisé nos produits en 4 gammes de produits. Donc, on a d'abord nos produits, dans le fond, je vais mettre des guillemets, à utilisation, dans le fond, à utilisation unique. Donc, des tampons, des serviettes, des protège-dessous. On a, par exemple, des tampons avec applicateur. Déjà, on a des réguliers, on a des super, on en a du sans applicateur, qui est encore plus doux au niveau de l'environnement. Donc, encore une fois, on en a du régulier, on a du super, on a des serviettes de jour, des serviettes de nuit, des protèges dessous. D'ailleurs, nos serviettes, on reçoit des compliments des clients dû au fait que, justement, sont super douces, hyper minces, hyper absorbantes, ils respirent, etc. Donc, ça, on est hyper fiers.
Ensuite, on a toute la gamme réutilisable qu'on sort sous peu. Donc, on a 5 modèles de culottes menstruelles, on a une coupe, on a un applicateur tampon réutilisable. Ça, c'est en croissance, j'imagine, ce marché-là? Oui, mais en fait, les gens cherchent aussi des alternatives. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, les gens vont mélanger les deux, dans le sens que c'est pas tout le monde qui va, par exemple, traîner une culotte au cas où qu'elles ont leurs règles dans leur sac à main ou dans leur sac à dos en tant que tel. Mais oui, les gens sont de plus en plus curieuses. Ensuite, on a notre 3e gamme, donc tout ce qui est bien-être, gestion de la douleur. Et notre 4e gamme, en fait, qui sont les différents types de distributeurs, distributrices qu'on a pour, dans le fond, les entreprises en tant que telles. Donc, on a différents modèles parce qu'évidemment, il n'y a pas une salle de bain qui est pareille non plus. OK, donc ça, c'est les distributeurs. Mais tu parles de la gamme gestion de douleur. Ça, je suis curieuse. C'est quoi? Oui, donc on a évidemment là, des compresses chauffantes. On a entre autres des masques aussi pour les yeux avec de l'orge perlée bio avec un peu de lavande parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles ont leurs règles, vont également avoir des migraines. On a aussi du matcha qui souvent surprend les gens. Oui, j'avais aussi d'avoir lu ça, puis j'étais comme, j'avais pas compris le contexte. OK, c'est dans ce cas-là. Donc, c'est là que vous allez plus large que les menstruations. C'est le bien-être féminin au complet qui entoure le fait quand on a nos menstruations. C'est ce que je comprends, parce que s'il y a un pilier de ta gamme, c'est toute la gestion de la douleur, c'est que vous adressez ça, qui va au-delà des produits menstruels. Oui, mais tu sais, toute cette question d'éducation aussi, puis d'apprendre à connaître son corps en tant que tel, pour nous, ça, c'est une partie hyper importante. Puis c'est quelque chose aussi où on partage énormément d'informations, par exemple, sur nos réseaux sociaux, dans nos infolettes à notre communauté, pour que les gens apprennent aussi un peu plus à mieux savoir qu'est-ce que je devrais manger quand, au niveau, dans le fond, des différents outils, des fois même exercices qu'ils peuvent faire selon où ils sont rendus là, dans On avait reçu une entrepreneur, Juno, Lynn Dugan, qui, puis on avait, c'est ça, c'était un autre produit, vraiment pour gestion de la douleur, pour les menstruations, mais également qui disait à quel point il y a de la perte de productivité qui sont rattachées aux menstruations, qu'on n'adresse pas assez souvent, justement, en entreprise, mais tout le monde y gagne aussi à beaucoup de niveaux. Lara, qu'est-ce qui fait de toi, tu penses, une bonne entrepreneur? Parce que tu sembles avoir ça comme assez naturellement dans l'âme. Je t'ai mentionné la curiosité, tu es en mode solution. Mais si tu avais comme 3 caractéristiques, ça serait lesquelles? La première chose, en fait, c'est de ne pas avoir peur de l'échec ou de se faire dire non. Dans le sens que des échecs t'envient au quotidien. On va apprendre de nos échecs. C'est ça, en fait. Je dis des échecs, mais moi, je les vois souvent plus comme des apprentissages, dans le sens que, avec Iris Herlot, c'était ma première entreprise de produits. Donc, évidemment, il y a des affaires que j'avais jamais fait auparavant. Donc, c'est de se dire, écoute, peut-être ça n'a pas fonctionné comme ça. OK, qu'est-ce que j'apprends? Puis de savoir se relever rapidement en tant que tel. Ensuite, je te dirais aussi vraiment toute la question d'humilité, de ne pas avoir peur de demander ou de dire, je ne le sais pas. C'est bon, ça, oui. Oui, parce que des fois, c'est intimidant. Puis, si je redonne l'exemple, par exemple, avec les partenaires manufacturiers, des fois, ils nous sortaient des acronymes, etc. Je veux dire, il fallait apprendre, même d'un point de vue logistique, quand on a monté notre entrepôt, etc. Je veux dire, j'avais jamais monté d'entrepôt de ma vie. Oui, déjà là, ça doit être par où tu commences, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi la bonne grosseur, tu as besoin de conseils. C'est ça. Fait que, dans le cas, par exemple, avec l'esplanade, puis ce qui est génial dans ce type d'accompagnement-là, c'est que tu as quelqu'un vers qui te retourner puis dire, écoute, là, nous, on fait face au défi de faut qu'on monte un entrepôt. L'esplanade, ils ont un bon carnet d'adresses. Ils t'ont mis en contact avec de bonnes personnes, je suis certaine. Exact. Mais ça prend énormément d'humilité d'arriver puis de dire, faut que je monte un entrepôt, j'ai aucune idée par où commencer. Quels sont les éléments que je devrais regarder, etc. Donc ça, c'est vraiment le 2e élément. Puis le 3e, en fait, ça revient un peu à c'est relié, mais c'est aussi de savoir s'entourer. En tant qu'entrepreneur, souvent, c'est toi qui vas avoir, oui, l'idée, la vision, mais par la suite, en fait, ce qui va faire la force d'une entreprise, c'est les gens. Puis moi, souvent, ce que je dis, c'est que ça prend tout un village, autant pour élever un enfant, mais pour bâtir une business aussi. Oui, ça, je suis très d'accord avec toi. Lara, si on te donnait une baguette magique, tu n'as aucune restriction. Iris Herlot est où dans 5 ans, 5, 10 ans? On est le leader des produits menstruels sains et durables en Amérique du Nord. Ah, c'est facile. Puis, qu'est-ce que tu considères ton plus grand échec, peut-être, mais ce dont tu es plus fière? Mon plus grand échec,
Mon doux. C'est des questions, hein? Je pense de peut-être pas l'avoir commencé plus tôt, Iris et Arlo, parce que ça faisait longtemps que je l'avais en tête. Puis je pense, je l'appellerais pas nécessairement un échec, dans le sens que je pense c'est un regret, là, mettons. C'est plus un regret que tu te donnes, mais même à ça, probablement que tu n'as pas commencé avant parce que il fallait que ça mûrisse. Oui, puis il y a eu des apprentissages pendant ce temps-là qui ont fait de moi, je pense, une meilleure entrepreneur pour mener ce projet-là. Mais je veux dire, la raison que je ne l'ai pas lancé, entre autres, c'est parce que je me disais, je me faisais peut-être pas assez confiance parce que c'était un immense saut dans le vide. Puis pour que ça fonctionne, ce type d'organisation-là, puis c'est ça que j'ai réalisé, ben tu peux pas le partir puis dire, on va juste le faire, puis ça va être tout petit en tant que tel, comme projet à part. Il fallait vraiment que ce soit, là, je me mets à 200% et c'est un saut dans le vide. Puis je me suis posé la question, là, Sophia, j'étais là, je me disais, mais est-ce que je suis en train de faire un suicide professionnel, de venir parler de menstruation à des dirigeants d'entreprise? Mais, ça te parlait trop fort depuis trop longtemps. Mais il a fallu justement que tu attendes que ça te parle aussi fort. Puis de ce dont tu es le plus fier, ou que tu voudrais qu'on se souvienne de toi? Bien, en fait, ce que je suis le plus fière en ce moment, c'est de me dire, on a réussi à le démarrer, ce mouvement-là. On a réussi à... je ne sais pas si tu es familière avec le concept du flywheel. Donc, des fois, c'est juste... c'est difficile de faire en sorte que on commence à faire tourner, c'est ça, cette boule de neige-là. Après ça, ça prend... Oui, c'est ça. Il y a un effet... Donc, ça prend de l'ampleur. Fait que ça, c'est de ça que tu voudrais qu'on te souvienne d'avoir parti ce mouvement-là. Bien, déjà, quoi, tu me dis plus que 500 entreprises là, que vous aviez? Non, 300. 300 entreprises, 500 contributeurs à la campagne. 500 contributeurs à la campagne. Oui. Puis là, tu vises un mouvement, c'est ça, national. Et est-ce que tu as des projets déjà d'aller aux États-Unis? Puis... C'est sûr qu'on a beaucoup de projets. Lara, 30 secondes qui nous restent. Des mots de sagesse que tu voudrais partager à des entrepreneurs qui nous écoutent, qui pensent à faire le saut? Faites-vous confiance. Osez. Puis, honnêtement, c'est une des... En fait, pour moi, c'est la plus belle des aventures. Puis, c'est un cadeau merveilleux à s'offrir. Si on a ce désir d'entreprendre, on apprend énormément. J'aime ça, cadeau merveilleux. Merci, Lara Aymon. Tu nous as fait un cadeau aujourd'hui de venir partager ton expérience à Intention Inc. On va te suivre. On va faire partie du mouvement. On espère que c'est ça. On n'aura pas besoin d'avoir cette discussion-là dans plusieurs années parce que ça va être une évidence. Alors, succès avec Iris et Arlo. Lara Aymon, fondatrice de Iris et Arlo, qui a généreusement accepté notre invitation à Intention Inc. On remercie Gilles Lamarche qui est à la technique, à la mise en onde. Sophie à la technique. Sophie m'a regardé. C'est moi qui est à la technique. Merci à Esplanade, qui est notre partenaire de contenu, qui nous donne la chance d'avoir des entrepreneurs à impact comme Lara, avec des histoires à succès. Et merci à vous d'être à notre écoute à chaque semaine, alors qu'on va à la rencontre de personnes d'exception pour connaître le secret de leur succès. Nos émissions sont disponibles en balado sur les plateformes Spotify, YouTube, Apple Podcast. Et on vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle rencontre. À bientôt.